Mais si on connaît un peu Claude Bernard, on pense surtout à son œuvre scientifique. Et c'est pour ça que Claude Bernard est connu dans le monde entier, et parfois mieux dans certains pays qu'en France, comme toujours. Si je vous montre des timbres de l'Argentine, du Mozambique, du Transkei, petit pays qui n'existe plus, de Fugera, qui fait partie des États des Arabes Unis. Vous voyez Claude Bernard, vous voyez un médaillon au milieu qui se trouve devant l'école vétérinaire de Budapest. Vous avez une médaille, et je n'ai pas mis toutes les médailles, j'en ai plusieurs, des portugaises qui sont magnifiques. Là, je vous en ai mis une américaine. Je vous ai mis à gauche une statue de Claude Bernard à côté de Pavlov. Et ça se trouve à Leyde, à faculté de médecine de Leyde. Vous avez la faculté de médecine de Lisbonne, où vous voyez bien sûr Pasteur qui est mis en avant, bien entendu. Hein. Pasteur, il est au centre, mais vous voyez quand même Claude Bernard dans un petit coin. Donc c'est bien pour vous dire que Claude Bernard est vraiment connu dans le monde entier, pas seulement à Saint-Julien. Alors, parler de littérature maintenant, c'est quand même, ça a pu vous paraître particulier. Et j'ai retenu cette phrase de son discours de réception à l'Académie française, on en dira deux mots. Les lettres sont les sœurs aînées des sciences. Donc d'emblée, on voit l'importance des lettres pour Claude Bernard. Bon, c'est vrai que c'est un discours à l'Académie française, il était obligé un petit peu peut-être de dire cela. Je vous propose un plan en quelques points. Tout d'abord, nous allons voir sa vocation littéraire initiale, contrariée, avec ce qu'il considérait comme son chef-d'œuvre, Arthur de Bretagne. Ensuite, nous verrons la question qui est importante, mais pas facile à apprécier, c'est Claude Bernard philosophe. Alors, la philosophie, est-ce que ça fait partie des lettres? Oui, on peut dire oui quand même. Est-ce que Claude Bernard est un maître à penser? En quoi est-il un philosophe? Et bien sûr, son ouvrage phare, qui a déjà été cité, l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Nous verrons bien sûr l'Académie française. Si on est élu à l'Académie française, c'est peut-être qu'on a un petit rapport avec les lettres, ou pas, nous verrons. Claude Bernard et l'écriture, oui, comment est-ce qu'il écrivait, est-ce qu'il lisait, voilà. Et puis ensuite, nous allons voir le rapport de Claude Bernard et de la littérature avec les écrivains de son époque. Et le plus important, c'est évidemment le rapport avec Zola. Car Zola a écrit le roman expérimental, en faisant référence précisément au travail de Claude Bernard. On va y revenir. Donc c'est intéressant parce que c'est la théorisation du naturalisme d'Émile Zola. Claude Bernard et les écrivains contemporains, on va voir qu'il y a eu beaucoup d'écrivains qu'il a connus ou pas, mais qui en tout cas qui ont parlé de Claude Bernard ou qui s'en sont inspirés. Et on peut dire Claude Bernard, influenceur des écrivains, ceux qu'il n'a pas connus lui-même. Voilà un petit peu le plan que je vous propose. Et nous commençons tout de suite par cette vocation littéraire contrariée. Même Jean Rostand avait dit Claude Bernard, un raté de la littérature. Donc vous voyez, on commence mal pour parler des lettres et de Claude Bernard, un raté de la littérature. Je ne vous ferai pas l'injure de vous redire qu'il est né ici même le 12 juillet 1813, que c'était un élève modeste. J'ai lu même dans certains textes, on disait que c'était un cancre, ce qui est faux, bien sûr. Un cancre n'avait pas la prétention d'aller jusqu'en terminale, puisqu'il a quand même... Bon, il a eu du mal pour son bac, mais enfin, il est quand même allé en terminale, donc ce n'était pas un cancre. Hein, je vous rappelle qu'1% de la population à l'époque était bachelier. C'est pas comme aujourd'hui, hein, c'était 1%. Donc c'était un rêveur, un poète, et on sait que dans son adolescence, enfin la fin d'adolescence, il a écrit 2 pièces de théâtre. Ah, c'est quand même un écrivain qui a écrit 2 pièces de théâtre, La Rose du Rhône, avec une allitération, La Rose du Rhône, tout à fait voulue, qui a été écrite en 1833, qui a été montée à Lyon. Il a eu un petit succès, ça lui a rapporté un petit peu d'argent, qui lui a permis ensuite d'aller à Paris. Mais cette pièce n'a jamais été publiée. Et le seul exemplaire faux, d'ailleurs, se trouve au musée,
puisque Gabriel Faure a reconstruit un volume en faisant une fausse couverture, La Rose du Rhône, mais c'est un faux, puisqu'il n'a jamais été publié et le manuscrit est perdu. D'ailleurs, il n'en parle jamais, donc on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et puis sa deuxième pièce, écrite juste après, peut-être fort de son succès, c'est Arthur de Bretagne. Alors cette pièce, Arthur de Bretagne, est un peu mythique, puisqu'elle n'a jamais été jouée et elle n'a jamais été publiée de son vivant. Donc on va parler d'une pièce de théâtre que personne finalement n'a vu ni lu à l'époque. Il monte à Paris fin 1833 et là il dit « Ah Paris, Paris c'est ma ressource, c'est mon espoir ». En effet, s'il va à Paris, c'est pour essayer de faire carrière en littérature, d'écrire. Il veut écrire, c'est sa vocation, il veut écrire, il veut publier. Donc il va à Paris, il a dans la poche 2 recommandations. Une de Jean Vatou. Jean Vatou était né à Villefranche-sur-Saône, donc il avait cette facilité de pouvoir le voir assez facilement. Il avait donc une recommandation. Ce Jean Vatou était bibliothécaire de Louis-Philippe, donc c'était un homme de lettres, qui sera d'ailleurs après élu à l'Académie française, qui ne va pas du tout lire sa pièce, qui va la donner à un acteur qui s'appelait Ligier. Pourquoi il l'a fait lire à un acteur? Parce que cet acteur venait lui-même de jouer le rôle d'Arthur de Bretagne, dans une autre pièce. Et il va voir aussi un autre littérateur, on va dire, qui s'appelle Marc Girardin. Marc Girardin, qui va se faire appeler Saint Marc Girardin. Ce qui est quand même beaucoup mieux, vous verrez, c'est quelqu'un d'assez imbu de lui-même. Et ce Saint Marc Girardin, voilà, en gros, les deux vont lui dire, mon pauvre ami, vous écrivez très très bien, mais il faut faire autre chose. Hein. Et tant qu'à faire, faites plutôt de la médecine, parce que ça sera mieux pour vous. Ainsi, alors, bien entendu, c'est difficile parce qu'il y a peu de... C'est beaucoup raconté, cette histoire, c'est raconté très différemment selon les personnes qui le racontent après sa mort. De mémoire, comme ça, c'est très enjolivé parfois. Hein. Mais en tout cas, voilà ce que dit, je cite Claude Bernard en 1876, 2 ans avant sa mort. Aussi, M. Saint-Marc Girardin, que je consultais à ce sujet, me conseilla de mettre mon œuvre en poche et de chercher une autre carrière que celle du théâtre, si fertile en naufrage. Donc il dit ça de manière un peu plus jolie. Et ce qui est très curieux, c'est que donc les deux... il fait des retouches d'ailleurs, hein, il retouche sa pièce et puis il va lui remontrer. Enfin bon, peu importe, toujours est-il, c'est qu'au final, on lui dit, bah, faites plutôt autre chose, et il accepte complètement ce verdict. Il va arrêter ce jour-là complètement cette possible carrière d'écrivain, et il va faire ce qu'on lui a dit, il va s'inscrire en médecine. Sauf qu'il ne peut pas parce qu'il n'a pas le bac. Je vous rappelle qu'il avait échoué au bac au collège de Toisset. Hein. C'est là où il avait passé son bac, il l'avait raté. Et c'est pour cela qu'il était allé apprenti apothicaire, parce que pour être apothicaire, il n'y avait pas besoin d'avoir le bac à l'époque. Donc il était allé apprenti apothicaire à Vèze. Je vous rappelle qu'à l'époque, Vèze, ce n'était pas Lyon, c'était une commune séparée de Lyon, comme la Croix-Rousse, comme la Guillotière. Donc c'est pour ça que je dis toujours que Claude Bernard n'a jamais ni vécu ni travaillé à Lyon, jamais. Il faut quand même le dire. Et même si Lyon s'est approprié Claude Bernard, bien sûr. Et donc, il a été apprenti à Vèze pendant 10 ans. Alors pourquoi il est allé à Vèze? Parce que son meilleur ami, qui s'appelle Benoît Blanc, qui était de Villefranche, eh bien, il était déjà apprenti dans cette pharmacie. Je vais vous montrer la pharmacie. Donc, il va repasser son baccalauréat à Paris. La première fois, il rate une deuxième fois avec des notes très mauvaises. Et là, il passe le mois suivant, c'est le rattrapage, on va dire, et il finit par l'avoir avec une mention passable, des notes, il a 6 sur 10, mention passable, mais il a son bac. Bac lettres, il n'aura jamais le bac sciences. Hein. Ce qui est curieux, mais c'est comme ça. Donc il a bac lettres, mais comme il a son bac en poche, il peut s'inscrire en médecine. Et c'est comme ça que va commencer sa grande carrière scientifique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui.
Alors, la pharmacie Millet, cette fameuse pharmacie Millet de Vèze, qui, soi-disant, était au 36 Grande Rue de Vèze. Et d'ailleurs, à l'Académie de médecine, il y a ces cartes postales que j'ai trouvées où on a cru pendant longtemps que cette pharmacie, ben, elle était, vous voyez, au 36, c'est-à-dire elle était là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une croix rouge là, c'était une pharmacie certainement. Et tout le monde pensait que il y avait une pharmacie, c'était l'ancienne pharmacie Millet. Alors si aujourd'hui vous allez Grande rue de la de Fès, cette adresse-là, c'est un magasin voisin. Bon, ça a changé. Mais en 1952, Jean Lacassagne, le fils du grand Lacassagne de Lyon, qui était lui-même dermatologue et historien de la médecine, avait fait une enquête extrêmement poussée et il avait découvert que c'était pas au 36, mais c'était au 19 Grande Rue de Vèze, qui s'appelait avant la rue Royale. Et il avait parfaitement découvert ce petit bâtiment qui, en 1952, c'était des fruits primeurs, c'était plus la pharmacie, mais il avait parfaitement trouvé cet immeuble et c'était certain que c'était là. Donc il y avait la pharmacie avant au rez-de-chaussée, l'habitation des pharmaciens ici, et puis ce fameux grenier où on mettait les apprentis et où Benoît Blanc et Claude Bernard passaient leur nuit, et Claude Bernard passait ses nuits à écrire. C'est là où il a écrit ses pièces. Donc c'était dans ce grenier. Et Jean Lacassagne a réussi à l'époque, en 52, à monter, à visiter ce grenier, qui était un vieux grenier avec encore des tapisseries très anciennes, et il pensait que c'était les mêmes, c'était resté en l'état depuis Claude Bernard. Alors, j'ai voulu faire pareil, bien sûr, et voilà aujourd'hui ce petit immeuble. Donc, vous voyez, c'est exactement le même, hein, il n'a pas changé. Sauf que maintenant, il vient d'être rebaptisé les Petites Explorations. C'est un petit peu un magasin de bien-être, de sophrologie, de choses comme ça. Et vous voyez, c'est exactement le même petit bâtiment avec une pièce par étage. Donc vous avez aujourd'hui le bâtiment là, et je suis monté au grenier pour aller voir la chambre de Claude Bernard. Eh oui, j'ai réussi. Et voilà, quand vous êtes au grenier, voilà la fenêtre de l'extérieur, on la voit bien. Et puis vous avez cette partie qui est évidemment toute rénovée, mais qui devait être cette chambre de Claude Bernard. Voilà. Donc ça, c'était une visite un petit peu intime, mais bon. Alors voilà Jean Vatou, ce fameux Jean Vatou, qui sera finalement à l'Académie française en 48, et Saint-Marc Girardin, vous voyez le personnage, hein, qui n'est pas très sympathique, et qui sera aussi académicien français. Alors quelques mots sur Arthur de Bretagne, c'est quand même assez intéressant. C'est quoi? C'est une pièce de théâtre, un drame qui est historique, hein, Arthur Ier de Bretagne, donc personnage totalement, tout à fait, qui a existé. Donc c'est un drame breton, mais qu'il a écrit en prose. Donc c'est un texte en prose. C'était trop compliqué pour lui de versifier, hein, c'était en 5 actes. Et il va conserver toute sa vie son manuscrit à Paris, non pas dans sa maison de Saint-Julien ici, mais à Paris, parce que voilà, il avait toujours eu beaucoup de considération pour cette pièce de théâtre, Arthur de Bretagne. Cette pièce, comme je vous l'ai dit, ne sera jamais jouée ni publiée de son vivant. 2 ans avant sa mort, en 1876, il autorise son jeune ami, alors je dis jeune ami parce qu'il connaît, Claude Bernard connaissait bien le père de Georges Barral, et il avait eu connaissance comme ça du fils, et ce fils, Georges Barral, qui aimait beaucoup Claude Bernard, eh bien, en tout cas c'est ce que dit Georges Barral dans la préface, qu'il a donc autorisé à le publier, mais qu'après sa mort, et que 5 ans après sa mort, il avait le droit de publier s'il le jugeait utile. Bon. Et effectivement, alors un peu plus, hein, vous voyez, 9 ans après sa mort, le livre va paraître, grâce à Georges Barral, aux éditions d'Antu, vous voyez à droite. Alors, immédiatement, ça a déclenché un procès, puisque sa veuve
et ses deux filles vont attaquer l'éditeur. L'ouvrage, donc déjà, ils n'ont pas demandé le consentement à madame et aux filles de Claude Bernard. L'ouvrage peut nuire à la mémoire du savant en faisant croire qu'il s'agit d'un ouvrage sérieux. C'est ce que disent ces dames. La préface est diffamatoire, ce qui est relativement vrai d'ailleurs, parce que Georges Barral n'est pas tendre avec la veuve et les filles. Ce qui fait que finalement le procès va faire en sorte que elle demande en fait la destruction du stock, même les exemplaires déposés dans les bibliothèques nationales, etc., et des dommages et intérêts. En fait, elles vont gagner, elles auront tout sauf les dommages et intérêts. Donc le stock va être complètement détruit, et en plus, on sait, et ça c'est assez difficile, c'est qu'en plus il y a eu un incendie chez... Alors j'ai dit l'éditeur, c'est peut-être l'imprimeur, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé. En tout cas, ou chez l'imprimeur ou chez l'éditeur, il y a eu un incendie, ce qui fait que déjà une partie du stock avait brûlé, et les exemplaires, tous les exemplaires ont été détruits. Donc, vous voyez, une vocation littéraire ratée, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Hein. Donc, donc, il y avait pratiquement plus d'exemplaires. Alors, les bibliothèques nationales, dans ces cas-là, ils ne détruisent pas. Ils enlèvent du catalogue, ils le mettent ça en réserve, puis ils savent que 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on pourra peut-être le ressortir. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, quelques exemplaires existent, très peu, ça a sûrement été très peu vendu, et voilà, tout a été détruit. Et à droite, vous avez mon exemplaire, parce que j'en ai quand même. Bon. Je ne sais pas si le musée a... Je ne suis pas sûr. Hein. Parce qu'il a été réédité. Alors voilà. Alors, une petite chose qui est quand même intéressante, c'est que vous savez que ces filles qui avaient suivi leur mère, c'est-à-dire qui s'étaient vraiment séparées du père, à partir de 1868 à peu près, hein, au moment de la séparation, donc ils n'ont pas divorcé, ils n'existaient pas, on ne pouvait pas divorcer à l'époque, ils étaient séparés. Mais c'était un acte judiciaire de séparation complète. Bon. Et en fait, les filles donc, qui étaient, comme leur mère, contre la vivisection, qui ont fait tout l'inverse de Claude Bernard, c'est-à-dire faire partie de la société protectrice des animaux, ouvrir des centres pour sauvegarder les chiens, enfin, etc., etc. Elles étaient un peu séparées, et à la mort de Claude Bernard, vous voyez, donc il est mort en février, en novembre, elles font un don à Darsonval, donc qui était un peu l'élève de Claude Bernard, et j'ai découvert, je ne savais pas, parce que c'est qu'elle signait à ce moment-là, après la mort de Claude Bernard, elle signait Tony et Marie Claude Bernard. Elle signait plus Tony Bernard, mais Tony Claude Bernard. Ce qui veut dire quand même que malgré tout, elle s'était rendue compte quand même que leur père, malgré la vivisection, malgré ça, c'était quand même quelqu'un d'important. Et ça, il fallait trouver cette lettre pour le savoir. Donc, Arthur de Bretagne, il y a eu une deuxième édition en 1943, ce qui fait qu'entre 1887 et 1943, peu de gens parlaient du livre, personne ne le lisait et personne ne pouvait le lire, et tout le monde en disait un peu n'importe quoi. Le même donc il a été édité, c'est par un dénommé Logoff, qui a traduit d'ailleurs en breton, quelques années après, Arthur Braise, vous voyez, c'est une édition bretonne, en breton, de ce drame. Donc ça, c'est en 1949. Et tous les 70 ans, à peu près, ce livre a été réédité, puisqu'en 2013, c'est-à-dire pour le bicentenaire de sa naissance, le livre Arthur de Bretagne a été réédité à Villefranche. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Je vous laisserai juger si un jour vous avez envie de le lire. Moi, personnellement, il m'est tombé des mains à la fin du premier chapitre. Mais je voudrais quand même faire une comparaison. Si on peut le comparer à une des premières pièces de Victor Hugo, qui s'appelle Cromwell. Cette pièce, elle a été publiée en 1827. Elle est en vers, 6920 vers. C'est une pièce qui a été qualifiée d'injouable. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été jouée intégralement. Jamais. Depuis 1827. Il y a eu une petite version abrégée en 1956. Vous voyez, c'est déjà vieux.
Et ce qui est intéressant dans ce livre, dans cette pièce injouable, c'est la préface. Et aujourd'hui, si vous voulez lire Cromwell, vous trouverez dans les éditions Poche que la préface. Que la préface. Pourquoi? Parce qu'elle est importante. Elle fonde un peu le romantisme français, donc c'est une préface très importante. La préface fait 45 pages quand même. Il fallait déjà avoir du courage à l'époque quand même. Donc, donc, il faut un petit peu relativiser. Ces pièces de jeunesse, c'est pas toujours non plus extraordinaire. Victor Hugo a fait bien mieux après quand même. Bon, donc c'est une œuvre de jeunesse pour Claude Bernard, et certains ont dit d'une lecture attachante et en certains endroits d'une beauté incontestable. Le deuxième acte notamment est d'un puissant effet dramatique. C'est Henri Roger qui a permis la deuxième édition qui dit ça. Bon, après, aujourd'hui, ça a quand même beaucoup vieilli. On est bien d'accord. Alors, je voudrais faire un parallèle entre cette vocation littéraire de Claude Bernard et celle de Braun-Séquard. Alors, tout le monde dit Braun-Séquard, ce qui est faux. Parce que Braun, c'était le nom de son père, qui était un Américain d'origine irlandaise, et Séquard, c'était le nom qu'il a rajouté ensuite, en hommage à sa maman, qui s'appelait Séquard, mais c'était une Française, mauricienne. Mais comme Charles-Édouard est né en 1817, il est né anglais, puisque l'île Maurice, enfin l'île de France était redevenue l'île Maurice. Ça va lui poser des problèmes, parce que comme il était anglais, il a eu quand même des problèmes jusqu'à la fin de sa vie pour pouvoir avoir un poste universitaire français. Donc Braun-Séquard, moins connu quand même que Claude Bernard, qui est quand même un physiologiste comme Claude Bernard très important, il est né donc sur l'île Maurice, et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut écrire. Il veut écrire, il a un petit succès local, et finalement, sa maman, parce qu'il est veuf, il est orphelin, il n'a jamais connu son père, sa maman vend tout, et ils viennent à Paris. Ils vont à Paris avec ces petits travaux littéraires sous le bras pour les montrer. Ça vous rappelle quelqu'un? Et il va les montrer, lui, il a une recommandation pour Charles Nodier. Charles Nodier, qui est un grand nom à l'époque de la littérature, et Charles Nodier va lui dire, mon cher ami, c'est très mauvais, vous allez plutôt faire médecine. Et c'est ce qu'il va faire immédiatement lui aussi. Il va faire exactement pareil que Claude Bernard. Il va faire médecine, il va être interne des hôpitaux, il va avoir une carrière, on va dire, de physiologiste. Ça va devenir un grand physiologiste. Et pour le fin mot de l'histoire, c'est Braun-Séquard qui va remplacer Claude Bernard à sa mort au Collège de France. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Ils ont 4 ans de différence. 4 ans de différence. Donc c'est vraiment extraordinaire. La même vocation, contrariée, et finalement la même carrière de physiologiste au plus haut niveau. Alors, Braun-Séquard, lui, c'était pas comme Claude Bernard, qui était plutôt casanier quand même. Bon, il venait quand même à Saint-Julien, hein, c'est sûr, mais par contre, il n'a jamais beaucoup voyagé, tandis que lui, bon, il part de l'île Maurice et il voyage tout le temps. Il va aux États-Unis et il revient, il va en Angleterre, il repart à Maurice. On a calculé qu'il a eu passé 8 années de sa vie sur les bateaux. Bon, le voyage était long, 8 années de sa vie sur les bateaux. Il a fait que ça. Alors finalement, il a eu le poste au Collège de France. Pourquoi? Grâce à Paul Bert, qui était un homme politique, en plus d'être un scientifique. Et donc, grâce à l'appui politique, il a pu avoir la nationalité française. Et on l'a mis à la place de Claude Bernard au Collège de France. Alors voilà les photos, des photos originales. À droite, vous voyez Braun-Séquard, qui ressemble un peu à Claude Bernard. Hein. La coupe de cheveux, les favoris, enfin bon. Un peu plus âgé. Et à gauche, je vous ai mis certainement la première photo que l'on connaît de Claude Bernard jeune, puisqu'elle daterait d'environ 1851. Et on a peu l'habitude de voir Claude Bernard aussi jeune. Il a encore des cheveux, il est encore bien. Et le photographe, pour la petite histoire, il s'appelle Regnault. Et Regnault, c'était un scientifique, chimiste, physicien, membre de l'Académie de sciences, qui a été, je crois, président de l'Académie des sciences, et qui était un passionné de photographie.
Et d'ailleurs, Regnault a été un des fondateurs de la Société française de photographie. Donc il photographiait beaucoup, et notamment des personnes qui travaillaient au Collège de France. Et on a des photos comme ça, des portraits de bio, de scientifiques, et notamment cette photo de Claude Bernard. Alors, pour terminer avec ce chapitre, j'ai trouvé il y a quelques jours, dans ce livre que je connaissais parce que je l'ai, le Parnasse médical français, c'est le dictionnaire des médecins poètes de la France. Eh bien, vous vous attendriez pas à trouver Claude Bernard dans les rubriques de ce dictionnaire des poètes, des médecins poètes. Claude Bernard n'a pratiquement jamais écrit de poésie. Et voilà ce qu'il raconte. Alors, c'est pratiquement toute la notule, sauf les premières lignes. Je n'ai pas mis les premières lignes de présentation, mais il dit c'était à la fin de l'année 1834. Donc déjà, c'est pas exact. C'était 33. Claude Bernard débarquait à Paris. Une tragédie en vers. C'est faux. Elle était en prose. Non représentée, etc., etc. Il raconte l'histoire de la présentation à l'académicien. C'est pas tout à fait pas les mêmes phrases, on dirait, bon, peu importe. Et finalement, le conseil fut suivi, Claude Bernard acquit l'illustration que l'on sait. La tragédie, si bien enrubannée et qui ne quittait jamais la poste de son auteur, avait pour titre Louis VI. Alors voilà, Arthur de Bretagne est devenu Louis VI. Elle est morte pour jamais. Elle est morte pour jamais, dit-il. Pourquoi? Claude Bernard, l'ayant depuis longtemps voué aux flammes, donc, alors que c'était faux, il l'avait toujours bien conservé, et pour comble de malheur, alors là c'est assez drôle, Morel de Saint-Yon, l'habile aliéniste, est mort, lui aussi, emportant dans sa tombe le secret de ce drame qu'il savait par cœur. Donc on connaissait cette pièce parce que quelqu'un la connaissait par cœur. Et ça a été publié en 1874, c'est-à-dire 4 ans avant la mort de Claude Bernard. Donc c'est incroyable. Alors ce Morel, effectivement, j'ai recherché, c'est Bénédicte Morel, qui était un aliéniste, aujourd'hui on dirait un neuropsychiatre, très important, puisqu'il a écrit des livres importants sur les maladies mentales, sur les théories de la dégénérescence. Et en fait, c'est Claude Bernard qui l'a présenté à la Salpêtrière au professeur Falleret, alors que lui-même était interne chez Falleret. Donc effectivement, il se connaissait bien. Est-ce que Morel avait appris le drame par cœur, alors que c'est assez illisible. En plus, il n'est même pas en vers, donc apprendre une pièce qui n'est pas en vers, c'est difficile. Mais en tout cas, voilà ce qu'il dit. C'est donc d'après ce qu'il dit, ce texte n'existe plus, la personne qu'il connaissait est morte, et pourtant il le met dans le dictionnaire des médecins poètes, ce qui est quand même assez extraordinaire, en se trompant tout le long. Bref, Claude Bernard est-il un maître à penser? Qu'est-ce qu'on peut penser de la philosophie de Claude Bernard? Alors je vous dis tout de suite, étudier la philosophie de Claude Bernard, c'est très difficile. À mon avis, c'est très difficile parce que tout le monde en a dit n'importe quoi et le seul qui a compris la philosophie de Claude Bernard, il faut attendre 1913 et c'est Bergson. Avant Bergson, tout le monde en parle, mais on ne sait pas bien de quoi on parle. Pour Bergson, et je cite Bergson, qui a fait donc un commentaire, une conférence en 1913, c'était pour le centenaire de la naissance, au Collège de France. Et dans ce texte, il dit « Il est un peu pour nous ce que fut pour le XVIIe et le XVIIIe siècle le discours de la méthode. » C'est pas rien quand même. Jean Rostand dira « la Bible de ceux qui n'ont pas de Bible ». Pour d'autres, ça sera une philosophie décevante, contradictoire, etc. Mais on peut dire que depuis Bergson, Canguilhem, Georges Canguilhem, François Dagonier, Alain Prochiante, qui est toujours vivant, lui, pour eux, c'est un ouvrage fondamental de philosophie de la vie. Et c'est très intéressant de comprendre que Bergson, qui lui était le philosophe de l'élan vital, a compris le rejet du vitalisme par Claude Bernard. Il fallait vraiment... c'est assez compliqué à comprendre. En fait, si vous voulez, en quelques mots, la philosophie de la vie et la physiologie pour Claude Bernard, c'était rompre avec le vitalisme de Bichat,
Bichat disait, la mort, c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la vie. Et Claude Bernard va dire, non, la vie, c'est bien sûr tous les phénomènes du vivant, mais la vie, c'est aussi la mort. C'est-à-dire que la mort, ça fait partie de la vie. Et la philosophie des sciences, la philosophie de l'étude de la vie, si vous voulez, la physiologie dépasse nos connaissances. Et donc, la vie, c'est la mort, mais la vie, c'est la création. Donc ça, c'était se rompre complètement avec le vitalisme. Et ça, c'est Bergson qui l'a compris. Et depuis cela. Et évidemment, ce livre important, qui est l'introduction à la médecine expérimentale, qui n'était que l'introduction de son œuvre, qui devait s'appeler Principes de médecine expérimentale, ça c'est que l'introduction, qui est déjà un sacré pavé, et les principes n'ont jamais paru de son vivant après. Hein. On a quelques notes, je vais vous montrer, mais c'est tout. Ce livre, bon, qui a été considéré comme un chef-d'œuvre, à juste titre, et qui lui a ouvert un peu les portes de l'Académie française. Alors voici ces deux textes. Si vous voulez comprendre un petit peu la philosophie de Claude Bernard, il faut lire le texte de Bergson. C'est très court, c'est un petit livre qui fait 8 €, qui est en vente, avec une postface d'Alain Prochiance, qui a écrit il y a 30 ans Claude Bernard, la révolution physiologique. Donc ce petit livre est essentiel si l'on veut comprendre la philosophie de Claude Bernard, avec en plus, si on rajoute une postface qui apporte un complément avec une réactualisation de ces données. Voilà, donc deux tout petits textes qui sont indispensables. Voici le manuscrit original de Claude Bernard. C'est un manuscrit qu'il a fait. Et vous voyez, là, il a continué après l'introduction, février 66, et même 77, encore il écrit pour un nouveau plan de son livre, qui ne verra jamais le jour. Mais voilà ce texte qu'on trouve au Collège de France. L'Académie française, il faut en dire deux mots. Il a été élu, bien sûr, le 7 mai 1868, au fauteuil 29. Alors, il n'était pas loin de son ancien censeur. Hein. Saint-Marc Gérardin est au fauteuil 23. Donc, vous voyez, ils ne sont pas loin. Il l'a retrouvé à l'Académie. Il succède au physiologiste Pierre Flourens. Donc, vous savez que dans l'Académie française, il y a toujours quelques fauteuils pour des non-écrivains, si vous voulez, pour des non-écrivains, pour des scientifiques. Et Pierre Flourens était aussi un scientifique. Et il va être reçu donc en 69. Et il va dire, c'est l'homme de science que vous avez élu, et vos suffrages bienveillants ont voulu honorer en moi l'académie à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire l'Académie des sciences, et perpétuer cette union des sciences et des lettres que vous n'avez jamais cessé de consacrer par une tradition constante. Il fera dans son discours l'éloge de son maître, Magendie, qui est le premier expérimentateur, on va dire, important en physiologie. Et la réponse sera celle de Henri Patin, qui était plutôt un littérateur, qui parlera du caractère éminemment philosophique des doctrines de Claude Bernard, avec des traces de métaphysique et l'élévation de son style. On sait que Claude Bernard a participé aux séances du dictionnaire, il en parle dans ses lettres. Et le successeur de Claude Bernard à l'Académie française sera Ernest Renan, qui était un ami de Claude Bernard et qui va faire un très beau discours sur Claude Bernard. Alors, on arrive un peu plus dans la vraie littérature, et là c'est un élément très important. Zola et le roman expérimental. Émile Zola, en 1880, publie le roman expérimental. Donc 1880, il a déjà beaucoup œuvré. Il est à peu près au milieu de sa série Les Rougon-Macquart, qui comprennent 20 volumes. Il en a écrit au moins une dizaine. Et il va essayer de théoriser ses conceptions littéraires, sa manière, qu'on va appeler le naturalisme. Donc le but dans ce roman expérimental, en fait, c'est un texte de 53 pages qui se trouve en tête d'autres textes. Et ce but de ce texte, qui s'appelle expérimental, vous avez bien vu, doit éclairer le public sur ses intentions générales de son œuvre.
Alors, on sait que c'est un autre écrivain naturaliste qui s'appelle Henri Séard, qui est bien oublié aujourd'hui, qui a été étudiant en médecine, qui a été externe provisoire, qui a suivi des conférences de Claude Bernard ou à la Sorbonne ou au Collège de France, qui va abandonner la médecine assez vite, en 72, donc il n'ira pas très loin en médecine, et il va se consacrer qu'à la littérature. Et ce Henri Séard, donc, qui était un ami d'Émile Zola, est membre du groupe des Soirées de Médan. Vous savez, c'est ce groupe qui a publié, on va dire, le premier livre important collectif, il s'appelle Les Soirées de Médan, où vous trouvez une nouvelle de Maupassant, une nouvelle de Huysmans, une nouvelle de Zola, une nouvelle de Séard, une nouvelle d'Alexis, etc., etc. Donc c'était un ouvrage important. Il faisait partie du groupe. Et dans ce texte de 53 pages, j'ai compté, Zola cite 57 fois le nom de Claude Bernard. Alors vous avez Henri Séard, bien sûr, devant Émile Zola. Voilà ce fameux livre, hein, 1880. Et là, il faut lire ce que dit Zola. Je n'aurai à faire ici qu'un travail d'adaptation, car la méthode expérimentale a été établie avec une force et une clarté merveilleuses par Claude Bernard dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Ce livre d'un savant dont l'autorité est décisive va me servir de base solide. Je trouverai là toute la question traitée et je me bornerai comme argument irréfutable à donner les citations qui me seront nécessaires. Ce ne sera donc qu'une compilation de textes, car je compte sur tous les points me retrancher derrière Claude Bernard. Le plus souvent, il me suffira de remplacer le mot médecine, médecin, par le mot romancier pour rendre ma pensée claire et lui apporter la rigueur d'une vérité scientifique. Donc voilà cette profession de foi de Zola. Alors bien sûr, ça va être assez mal accueilli, hein, cette manière de faire de Zola. Et je vais vous citer que Armand de Pontmartin, qui en 1881 va nous dire: on ne s'attendait guère à voir Claude Bernard dans cette grosse affaire. Pauvre Claude Bernard. Monsieur Claude Bernard a découvert le pancréas, puissant auxiliaire de la digestion. Eh bien, il faudrait beaucoup de pancréas, énormément de pancréas pour digérer Nana, l'assommoir, etc., etc. Vous voyez, les reproches sont vite arrivés. Ernest Renan, qui, je vous le rappelle, était un ami de Claude Bernard, n'a jamais accepté cette idée que la médecine expérimentale puisse être importée en littérature. Pour lui, c'était excessif. Alors, et même, pour aller plus loin, Claude Bernard devait être le modèle du dernier roman de Zola, le Docteur Pascal. Voilà ce qu'écrit Zola. Au fond, le livre qui me parle, qui a un charme pour moi, c'est le dernier, où je mettrai en scène un savant. Ce savant, je serais assez tenté de le faire d'après Claude Bernard. Avec la communication de ses papiers, de ses lettres, ce sera amusant. Je ferai un savant marié avec une femme rétrograde, bigote, qui détruira ses travaux à mesure qu'il travaille. Et finalement, Zola va changer d'avis et le docteur Pascal ne sera pas Claude Bernard. Flaubert. Ah, ils se connaissaient, oui, bien sûr. Alors, si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez que Claude Bernard était un grand ami de Zola, qui se connaissaient, qui s'étaient vus. Je crois que c'est faux. À mon avis, ils ne se sont jamais rencontrés, et à mon avis, ce n'étaient pas des amis du tout. En revanche, il a rencontré Flaubert. Alors Flaubert, je vous rappelle, c'est le fils d'un grand chirurgien, Achille Cléophas Flaubert, qui était un chirurgien de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Il y a actuellement un musée d'histoire de la médecine très intéressant à l'Hôtel-Dieu de Rouen. Et Flaubert s'est intéressé toute sa vie aux sciences naturelles, à la médecine. Il a fréquenté des scientifiques, surtout lors des dîners, puisqu'à l'époque, vous savez qu'il y avait des dîners, il y avait chez des salons, on allait chez le salon de la comtesse Mathilde, on allait chez la baronne de Rothschild, elle faisait salon. Et Claude Bernard fréquentait souvent les salons. Donc il connaissait Marcellin Berthelot, Charles Robin, Claude Bernard. C'est dans Bouvard et Pécuchet qu'on va retrouver une satire de l'expérimentation, de la vivisection.
Et en effet, évidemment, Bouvard et Pécuchet, vous savez qu'ils expérimentent tout. Donc, ils vont aussi faire de l'expérimentation, parce que il fallait en faire. Donc, consacrer un chapitre à l'expérimentation, la vivisection. Évidemment, nos deux expérimenteurs, Bouvard et Pécuchet, inexpérimentés, entre guillemets, décident de faire une expérience sur un chien errant. Il s'agit de vérifier l'aimantation de l'acier par le contact de la moelle épinière. Alors évidemment, la satire de Flaubert va aller bon train. Alors Pécuchet, c'est l'intellectuel, insensible, et on nous dit quand même qu'il est fanatique de la science bernardienne. Tandis que Bouvard, plus sensuel, va s'attendrir, évidemment comique de la situation. Les deux opérateurs sont très maladroits, le chien s'enfuit. Alors ils prennent des petits animaux plus dociles, des pigeons, des chatons, une oie, comme faisaient un peu tous les expérimentateurs, hein, car ils sont atteints de manie expérimentale. Et c'est donc une critique acerbe de l'amateurisme des manipulateurs, mais surtout des expériences qui ne servent à rien, insensées, inutiles et perverses. Ainsi, ils vont faire l'expérience pour savoir, qui doit montrer que les pigeons égorgés meurent aussi vite, à jeun ou pas. Voilà une expérience qui méritait de tuer des pigeons. Voilà la critique quand même assez intéressante. Donc, référence manifeste au traité de Claude Bernard, mais il ne cite pas Claude Bernard. Il a parlé simplement de la science bernardienne. Alors on sait que Flaubert a assisté aux funérailles de Claude Bernard. Je vous rappelle que c'était des funérailles nationales et que c'était la première fois qu'un scientifique avait des funérailles nationales. Après, il y en aura d'autres, hein, Pasteur, etc. Mais là, c'est le premier. Avant, il n'y avait eu que des grands personnages non scientifiques. Plusieurs milliers de personnes, 4000 personnes, suivaient le cortège qui a eu lieu le 16 février 1878. Et Flaubert, qui a assisté aux funérailles, va dire, parce qu'en même temps que la mort, comme toujours, quand vous mourrez, il y a toujours quelqu'un de plus important qui meurt, ce qui fait que votre décès passe inaperçu. Vous n'avez pas remarqué? Toujours, hein, c'est souvent comme ça. Et bien là, c'est le pape. Le pape est mort en même temps que Claude Bernard. C'était Pie IX. Eh bien, malgré tout, il dit, l'Académie des sciences, voilà le concile, et la disparition d'un homme comme Claude Bernard est plus grave que celle d'un vieux seigneur comme Pie IX. La foule sentait cela parfaitement à ses obsèques, celle de Claude Bernard, il précise, j'en faisais partie, c'était religieux et très beau. Voilà une illustration que j'ai trouvée dans l'Univers illustré qui montre les funérailles nationales de Claude Bernard. Je pense qu'il y a dû y avoir quand même des photos faites, mais j'en ai trouvé aucune. C'est intéressant d'avoir des vraies photos. Les frères Goncourt, bien sûr, dans leur journal, ils notaient tout. Ils notaient toutes leurs rencontres, leurs états d'âme. Et évidemment, à 4 reprises, dans le journal des Goncourt, ils parlent de Claude Bernard. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail, simplement, en 68, donc vous voyez, parmi les dîneurs de la rue de Courcelles, chez la princesse, donc la princesse Mathilde, qui était la nièce de Napoléon III, je vous rappelle, chez la princesse Mathilde, deux revenants, Gautier, donc Théophile Gautier, et Claude Bernard. Et il nous dit Claude Bernard qui a le masque d'un homme qu'on a retiré de son tombeau. Il était déjà quand même assez malade. Ensuite, il revoit Claude Bernard en décembre. Claude Bernard, pareil, a un spectre de la science. Ensuite, il parle de Claude Bernard qui est reçu à l'Académie, peu importe. Et ensuite, il parle de quelqu'un, de Claude Bernard, qui cherchait du sang pour faire des expériences et qui n'en trouvait plus beaucoup parce que les saignées se faisaient de moins en moins. Et il avait quand même trouvé quelqu'un qui s'appelait Pasteur, mais c'est pas Louis Pasteur, qui se faisait saigner tous les jours. Enfin, il dit, moi je me saigne tous les jours, j'en arrose mes fleurs. Donc il va, à partir de ce personnage, pouvoir récupérer du sang pour ses travaux. Et il dit, il est intéressant à entendre et agréable à regarder ce Claude Bernard. Il a une si belle tête d'homme bon, d'apôtre scientifique. Puis il a encore on a trouvé un on si distingué pour parler de ses propres découvertes.
vous voyez l'appréciation des frères Goncourt vis-à-vis de Claude Bernard. Ah, est-ce que Claude Bernard est un grand ami de Balzac? C'est ce que vous trouverez si vous regardez sur Wikipédia. En fait, c'est faux. À mon avis, ils ne se sont jamais rencontrés. Ce n'étaient pas du tout des amis. Et d'ailleurs, Balzac est mort en 1850, c'est-à-dire 28 ans avant Claude Bernard. Et tout ça, c'est en référence à un article. On a juste réussi à pouvoir mettre un article qui est faux. Il n'y a pas de référence. Il y a une seule référence, elle est fausse, donc ça ne correspond pas. On a juste réussi à faire mettre sur Wikipédia, vous voyez, c'est très difficile sur Wikipédia d'enlever des choses. Hein. On a réussi à faire mettre référence non conforme. Alors qu'en fait, bon, c'est sûrement faux. On dit que c'est grâce à Balzac si Claude Bernard a pu être allé à l'Académie française. Alors quand on sait que Balzac a tenté à plusieurs reprises d'y rentrer et n'a jamais été élu, on ne voit pas bien comment. Bon, donc on peut l'oublier, mais c'était pas un ami de Balzac. Est-ce que c'était un ami de Baudelaire? Non. C'était pas un ami, ils ne se sont jamais rencontrés, mais on a une petite anecdote où Baudelaire avait confié à Georges Barral, tiens, c'est celui qui a édité Arthur de Bretagne, là, le jeune, et c'est Cabanès qui a raconté à Georges Barral, et Baudelaire lui dit « J'ai un tempérament exécrable, par la faute de mes parents. Je m'effiloche à cause d'eux. Voilà ce que c'est d'être l'enfant d'une mère de 27 ans et d'un père de 62. Union disproportionnée, pathologique, sénile, pense donc 35 ans de différence. Tu me dis que tu fais de la physiologie avec Claude Bernard. Demande donc à ton maître ce qu'il pense du fruit hasardeux d'un tel accouplement. » C'est tout ce que j'ai trouvé sur les rapports entre Claude Bernard et Baudelaire. Edmond About. Est-ce que vous connaissez Edmond About? Plus beaucoup. Hein. Pourtant, il a écrit 3 romans, on va dire, de science-fiction de première main, dont L'homme à l'oreille cassée. Et en fait, l'idée de L'homme à l'oreille cassée, c'est de faire ressusciter un homme qu'on aurait desséché convenablement et puis qu'on aurait pu réhydrater 50 ans plus tard. C'est ce qui va se passer dans ce roman. Et en fait, toutes ces idées, eh bien, c'est Claude Bernard qui lui a donné. Donc, il a déjeuné avec Claude Bernard et un ami, et il était question d'animaux, d'organisation très simple que le naturaliste Spallanzani avait mis en hibernation pendant 10, 20 ou 30 ans. C'était des animaux très primaires. Et Claude Bernard, donc, gèle des grenouilles, puis les dégèle au bout de 15 jours ou 3 semaines. Et la vie reprend. Donc pour Claude Bernard, c'est pas impossible de penser qu'on puisse faire cela, mais il dit il faudrait évidemment des instruments améliorés pour pouvoir les dessécher convenablement et les réhydrater. Et évidemment, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisque Edmond About va utiliser ça dans son roman 1862. Donc, c'est l'histoire d'un colonel de l'armée napoléonienne qui est réveillé, en somme, ressuscité 50 ans plus tard. Alors, évidemment, la vie a changé quand même. Hein. Donc, il cite dans cet ouvrage un certain nombre de travaux, peu importe. Il donne des exemples des animaux, même qu'on peut faire ressusciter. Et ce sont des exemples que donne tout à fait Claude Bernard dans son livre, où il parle des vies latentes. Les vies latentes, il y a les vies latentes, oscillantes et constantes. Dans les vies latentes, ce sont ces animaux qu'on peut faire repartir. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que le scientifique, le savant du livre, il s'appelle Carl Niebuhr. Or, Niebuhr, si vous le mettez à l'envers, c'est Robin. Donc, c'est Charles Robin qui était donc un physiologiste aussi contemporain de Claude Bernard. Jules Verne. Est-ce qu'il se connaissait? Sûrement pas. Toujours est-il que un certain nombre d'auteurs, dans des articles, ont étudié les rapports entre, finalement, la méthode scientifique de Claude Bernard et
Le merveilleux scientifique de Jules Verne, à propos de la lecture donc de Voyage au centre de la Terre, paru en 64, vous voyez c'est tout à la même période, à la lumière des écrits de Claude Bernard. Donc Bernard conçoit la méthode scientifique comme un voyage passionnant à travers l'inconnu du monde physique, exploration faisant naître émerveillement, doute, curiosité, et c'est un peu ce que l'éditeur Hetzel avait demandé à Jules Verne. Il lui avait demandé, voilà, il faut faire du merveilleux scientifique, il faut émerveiller les enfants, il faut leur donner le goût de la science. Et finalement, donc, Jules Verne installe pour attirer le jeune lecteur vers les charmes de la recherche scientifique, répondant ainsi à Jules Hetzel. Donc, certains auteurs ont fait ce rapprochement sur, finalement, un peu la philosophie de ces romans d'anticipation pour enfants ou pour adolescents. Alexandre Dumas fils. Alexandre Dumas père n'a pas connu, à mon avis, n'a pas connu Claude Bernard, mais le fils a bien connu Claude Bernard et il aimait beaucoup venir travailler dans le caveau. Vous savez, ce fameux caveau qui était le lieu où travaillait Claude Bernard, qui était un vrai salon. Tout le monde venait dans ce fameux caveau humide et sombre, je vais vous montrer. Tout le monde venait le voir. Vous allez voir, juste après, c'est Victor Hugo. Il est venu le voir, tout le monde. Alors quand je dis tout le monde, bien sûr, c'est tous les scientifiques, mais même les écrivains, les hommes de droit, les gens, on venait voir Claude Bernard dans son caveau. Alors, Alexandre Dumas fils s'intéressait surtout aux expériences sur le curare. Alors je ne sais pas s'il a beaucoup utilisé le poison dans ses romans, enfin bon. En tout cas, on sait que Alexandre Dumas fils était un ami de Pasteur aussi et de Jules Verne. Victor Hugo. Alors Victor Hugo, lui, c'est très curieux parce qu'il est à la fois opposé à la vivisection. Je vous rappelle que ça sera le premier président d'honneur ou vice-président de la première association contre la vivisection. Donc il était vraiment opposé, mais il venait quand même également au caveau. Il venait voir travailler quand même Claude Bernard. Et Darsenval, qui raconte tous les visiteurs qui viennent au caveau, se souvient d'une unique visite du maître, il n'y eut qu'une fois. Empoulé à souhait, en faisant l'éloge de la forme antithèse dans l'expression littéraire et en donnant comme exemple la péroraison du discours qu'il se proposait de faire le lendemain aux obsèques de George Sand. Je pleure une morte et je salue une immortelle. C'est beau quand même, hein? Les grands écrivains, c'est quand même pas rien. Alors ce fameux caveau, vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines, quelques mois, la première conférence de l'année concernait justement ce fameux caveau qui est représenté dans ce tableau de Léon l'Ermite, tableau qui se trouve à l'Académie de médecine, qui est très grand, il est 2 fois grand comme ça, et ce caveau qui est quand même bien amélioré, mythifié, qui n'est pas le vrai caveau de Claude Bernard, parce qu'il y a quand même pas mal de lumière, et puis c'est pas humide, et puis c'est plutôt bien propre. J'ai trouvé récemment cette photographie inédite, en tout cas pour moi, où l'on voit le peintre Léon l'Ermite dans son atelier en train de peindre cette toile. Et ça, c'est une photographie. Donc, assez incroyable de voir le peintre en train de la peindre. Magnifique. Celle-là, vous ne l'avez jamais vue. Si vous voulez la voir, il faut me l'acheter. Alors le caveau, aujourd'hui, j'ai voulu aller voir le caveau au Collège de France. C'est pas simple. Parce que si vous êtes devant le Collège de France, vous avez une pancarte. Ici se trouve le caveau, le laboratoire de Claude Bernard. Sauf que c'est évidemment à l'extérieur, c'est sur un mur et c'est sur la place. Sauf que le caveau, il était en sous-sol et il était sur la rue Saint-Jacques. Et sur la rue Saint-Jacques, vous avez quelques grilles qui cachent les aérations de la cave. Et je pense que c'est celle-ci. Vous voyez là-dessous, vous avez le caveau. Et voilà ce fameux caveau aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes dans une cave, alors magnifiquement, une cave magnifique pour garder le vin. Hein. Elle est en pierre, elle est voûtée, très haut de plafond,
Et vous voyez la lumière qui sortait de ce que je vous ai montré avant, de la grille. Vous avez une petite lumière, mais qui est extrêmement faible. Alors peut-être qu'à l'époque, il y avait une autre grille, j'en sais rien. Mais vous voyez, la lumière ne venait que par là. Et aujourd'hui, c'est des débarras. Hein. Ils s'en servent un peu comme des débarras dans les sous-sols du Collège de France, vous voyez. Magnifique cave en pierre. Malheureusement, je ne suis pas certain que pour travailler, c'était très agréable, car il devait y avoir des chandelles pour s'éclairer. Enfin, ça ne devait pas être extraordinaire. On continue. Claude Bernard, c'est presque fini. Claude Bernard, influenceur des écrivains, il faut quand même dire un mot de Léon Daudet. Est-ce que vous connaissez Léon Daudet? Oui. C'est le fils de Alphonse Daudet. Léon Daudet a été étudiant en médecine. Il est allé presque jusqu'à la thèse, et il a abandonné. En fait, c'est quelqu'un qui était certainement assez odieux et qui était, on va dire, polémiste. Ça, il l'a été toute sa vie, mais il avait dû se disputer avec ses patrons, etc. Enfin bon, ça s'est très mal passé, notamment avec Charcot. Et il est devenu donc écrivain, journaliste, pamphlétaire, homme politique. Il a réglé ses comptes avec la médecine dans Les Morticoles, un de ses premiers romans. Et bien après, en 1922, il a écrit Le stupide 19e siècle. C'est un livre incroyable. On se croirait revenu aujourd'hui, parce qu'il va tout critiquer. Donc, il est 20 ans, il a vécu la fin du 19e siècle, mais avec un peu de recul, 20 ans, en 5 chapitres, il décrit l'ineptie, la décadence, de la politique, de la littérature, de la philosophie, de la famille, des mœurs, des arts et des sciences. C'est pas mal. C'est une démolition en règle. Alors bien sûr, la science, il y a un chapitre sur la science, dogme et marotte scientifique au XIXe siècle. Alors Claude Bernard, bien sûr, il n'échappe pas, hein, parce qu'il est cité comme 7 fois. Il parle le siècle de la crédulité scientifique, de l'ébahissement devant les hypothèses issues de l'incertaine expérience et de l'acceptation systématique de ces hypothèses. Les auteurs décriés sont surtout, tenez-vous bien, Darwin, Charcot, Pasteur, Freud. Alors bien sûr, Claude Bernard, un peu moins critiqué que les autres. Il parle de l'introduction à la médecine expérimentale, qui n'est qu'un pathos à côté du discours de la méthode. Bon, on peut l'admettre. C'est une démolition en règle de tous les événements scientifiques majeurs du XIXe siècle. L'évolution, la psychanalyse, l'hérédité, le pasteurisme, Claude Bernard, tout y passe, rien n'a de l'intérêt à son goût. La poésie scientifique. Sully Prudhomme, vous connaissez? Non, plus personne ne connaît Sully Prudhomme. Et pourtant, il a été le premier prix Nobel de littérature en 1901. Eh oui, premier prix Nobel de littérature. Et en 1888, donc il a écrit surtout des vers, c'est pour ça que je parle de poésie scientifique, et il a écrit un très long poème en hommage à la science, et il dit « Le corps est un laboratoire où Lavoisier porta le jour. À toi, Claude Bernard, la gloire de l'illuminer à ton tour. Ton œil en perce les arcanes d'un regard subtil, vaste et sûr, du plus rebelle des organes, tu surprends enfin l'œuvre obscure. Tu rends visible chez la plante, par de factices pamoisons, la vie en elle somnolente, humaine sous d'humbles cloisons. Tes savants et beaux artifices contraignent même les poisons à rendre aux mortels des services. » Bon, je ne jugerai pas la qualité poétique de Sully Prudhomme, mais en tout cas, Claude Bernard a été quand même évoqué. Dostoïevski, eh bien, si vous lisez Les Frères Karamazov, eh bien, on parle de Claude Bernard. Il apparaît sans explication, furtivement. Il est nommé d'abord Karl avec un C, puis Claude. Il est d'abord chimiste, puis savant, avant de devenir un nom commun. Il va parler des Bernards. Les Bernards, un nom commun, et c'est un sens très péjoratif, les Bernards. Hein. Alors voilà le texte, quelques phrases. Qu'est-ce que c'est que Karl Bernard avec un C? Karl Bernard, non, pas Karl, Claude Bernard. Un chimiste, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'est un savant, je n'en sais pas davantage.
Au diable, je n'en sais rien non plus. C'est probablement quelques misérables. Ce sont tous des misérables. Mais Rakitin ira loin. Il se faufile partout. C'est un Bernard en son genre. Oh, c'est Bernard, il foisonne. Donc, vous voyez, là aussi, un peu, on va dire comme avec Léon Daudet, démolit, on démolit beaucoup. Ah, Jules Romain. Vous connaissez le bon docteur Knock, bien sûr. Est-ce que vous savez que le bon docteur Knock a fait une thèse, bien sûr, puisqu'il est médecin, qui s'appelle Sur les prétendus états de santé. Une thèse, 32 pages in octavo, et avec cette épigraphe célèbre que vous connaissez. Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Mais cet aphorisme est attribué dans le livre à Claude Bernard. C'est Claude Bernard qui a dit ça. Tout le monde connaît cet aphorisme aujourd'hui du docteur Knock, et en fait, il l'attribue à Claude Bernard. J'en parlais l'autre jour à Pierre Corvol, qui a écrit Le Retour du docteur Knock, un livre. Il ne savait pas, il ne connaissait pas cette petite anecdote qui est quand même drôle, puisque cela, c'est un faux. C'est un faux. Donc, pour terminer, je voulais vous dire simplement que les rapports avec la littérature de Claude Bernard sont finalement assez peu connus. Je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses à dénicher. Hein. Vous aurez peut-être des idées à me donner, parce que plus on cherche, plus on trouve. Ce sont des rapports sincères, finalement beaucoup plus importants qu'il n'y paraît. Alors, pour terminer, je voudrais vous citer quelques aphorismes et vous montrer quelques photos inédites. Il aimait beaucoup les aphorismes, Claude Bernard. Il n'écrivait pas. On sait que dans sa bibliothèque, il lisait peu aussi. Il lisait des ouvrages scientifiques. On sait que dans sa bibliothèque, qui a été vendue immédiatement après sa mort par la famille, c'était rapide, hein, comme toujours d'ailleurs, il avait 1200 livres, quasiment que des livres scientifiques. 2-3 livres de littérature ou de philosophie, c'était que de la science. Mais il aimait écrire des aphorismes, il aimait les calembours, on sait. Quand le fait qu'on rencontre ne s'accorde pas avec une théorie régnante, il faut accepter le fait et abandonner la théorie. Je vous laisse méditer à chaque fois. C'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. C'est pas faux. Hein. Il faut admettre tout comme possible, mais il faut tout vérifier. Ça, on peut le recommander toujours aujourd'hui. L'esprit de l'observateur doit être passif, c'est-à-dire se taire. Je vous remercie de votre attention.